Le 24 novembre 1971, un homme monte à bord d'un avion dans l'Oregon. Quelques heures plus tard, il disparaît dans la nuit, sans laisser de traces, sans laisser de corps, sans même laisser son véritable nom. Plus de 50 ans ont passé, et pourtant, personne ne sait encore avec certitude qui était D.B. Cooper. Était-il un criminel exceptionnel, un ancien militaire, un parachutiste expérimenté, ou simplement un homme ordinaire qui a réussi l'impossible? Aujourd'hui encore, son histoire reste l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire américaine. Mais pour comprendre comment un homme a pu détourner un avion et disparaître à jamais, il faut revenir au début, à une époque très différente de la nôtre. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, l'affaire Dan Cooper semble presque impossible à croire, parce qu'elle est observée avec les yeux du XXIe siècle. Mais en 1971, voyager en avion était très différent. Les contrôles de sécurité étaient limités. Les passagers pouvaient acheter leurs billets au dernier moment. Les bagages n'étaient pas inspectés comme ils le sont aujourd'hui. L'aviation commerciale reposait encore sur une forme de confiance. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un homme va mettre en œuvre un plan qui n'aurait probablement jamais pu fonctionner de nos jours. Le 24 novembre 1971 est la veille de Thanksgiving, l'un des jours les plus chargés de l'année dans les aéroports américains. Des milliers de personnes voyagent pour retrouver leur famille. Parmi elles se trouve un homme dont personne ne se souviendra immédiatement. Un homme qui semble parfaitement banal. Et c'est justement ce qui le rend si dangereux. Dans l'après-midi du 24 novembre, un homme entre dans l'aéroport de Portland. Il porte un costume sombre, une cravate noire et une mallette. Son comportement n'attire aucune attention. Il s'approche du comptoir de Northwest Orient Airlines, puis achète un billet aller simple pour Seattle. Le vol ne doit durer qu'une trentaine de minutes. Lorsqu'on lui demande son identité, il fournit un nom. Dan Cooper. Un nom qui deviendra célèbre dans le monde entier, mais qui n'est probablement pas le sien. À cet instant précis, personne ne sait que cet homme est sur le point de devenir l'objet de l'une des plus longues chasses à l'homme de l'histoire du FBI. Quelques minutes plus tard, il embarque à bord du vol 305. Et tout commence. Le vol 305 décolle de Portland à 14h50. À bord, 36 passagers, 6 membres d'équipage. Rien ne laisse présager que ce vol de routine va bientôt entrer dans l'histoire. L'homme connu sous le nom de Dan Cooper prend place vers l'arrière de l'appareil. Il semble détendu. Il commande un bourbon avec du soda, allume une cigarette, puis observe calmement la cabine. Les témoins décriront plus tard un homme poli, respectueux, maître de lui-même. Un homme qui ne hausse jamais le ton, qui ne menace personne ouvertement et qui ne paraît jamais perdre son sang-froid. Pendant plusieurs minutes, rien ne se produit. Puis Cooper sort un petit morceau de papier. Il le plie soigneusement et le tend à une hôtesse de l'air nommée Florence Schaffner. Pour elle, la scène n'a rien d'inhabituel. À l'époque, les hôtesses reçoivent régulièrement des avances de passagers. Sans même regarder le papier, elle le glisse dans sa poche. Mais Cooper la rappelle immédiatement, d'une voix calme, presque détendue. Puis, il prononce une phrase qui va changer le cours du vol. « Madame, vous devriez lire le message. J'ai une bombe. » Cette fois, Florence Schaffner ouvre le papier. Le message est bref, direct, sans ambiguïté. Cooper affirme posséder une bombe. Il demande à l'hôtesse de s'asseoir à côté de lui. Elle obéit.
À cet instant, aucun passager ne comprend ce qui est en train de se passer. L'avion poursuit sa route normalement. Les conversations continuent. Les voyageurs regardent par les hublots. Certains lisent, d'autres somnolent. Pendant ce temps, à quelques mètres seulement d'eux, un détournement est déjà en cours. Selon le témoignage de l'hôtesse, Cooper entr'ouvre alors sa mallette. À l'intérieur, elle aperçoit plusieurs cylindres rouges reliés par des fils. Elle n'est pas experte, mais pour elle, cela ressemble à une bombe. Aujourd'hui encore, personne ne sait avec certitude si l'engin était authentique. Peut-être s'agissait-il d'un véritable explosif, peut-être d'une simple mise en scène. Mais à cet instant, personne n'est prêt à prendre le risque de le découvrir. Très rapidement, l'information est transmise au cockpit. Le commandant de bord comprend immédiatement la gravité de la situation. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'y a ni panique ni confrontation. L'objectif principal est simple, garder les passagers en vie. Le pilote informe alors les autorités au sol. Une chaîne de décision se met en marche. La compagnie aérienne, la police, le FBI. Tous cherchent à comprendre ce que veut exactement cet homme. Et bientôt, Cooper expose ses exigences. Il veut 200 000 $ en billets de 20 $. Il veut également 4 parachutes, 2 principaux, 2 de secours, et il veut que tout soit prêt lorsque l'avion atterrira à Seattle. La demande surprend immédiatement les enquêteurs. Pourquoi 4 parachutes? Pourquoi pas un seul? Certains pensent que Cooper a anticipé la réaction des autorités. S'il exige plusieurs parachutes, les policiers hésiteront davantage à lui fournir du matériel saboté. Car il pourrait craindre qu'il oblige un otage à sauter avec lui. Une hypothèse qui rend l'homme encore plus dangereux et encore plus difficile à anticiper. Pendant près de 2 heures, le Boeing 727 tourne dans les airs afin de laisser le temps aux autorités de réunir l'argent demandé. À bord, l'atmosphère reste étonnamment calme. La plupart des passagers ignorent encore ce qui se déroule réellement. Ils savent seulement que quelque chose ne va pas, que l'avion tarde à atterrir, que l'équipage paraît inhabituellement tendu. Mais personne n'imagine encore qu'il se trouve au cœur de l'une des affaires criminelles les plus célèbres de l'histoire américaine. À 17h39, le vol 305 entame finalement sa descente vers Seattle. Au sol, les autorités sont prêtes. L'argent est là. Les parachutes aussi. Et Dan Cooper s'apprête à franchir une nouvelle étape de son plan. Une étape qui va rendre l'affaire encore plus incroyable. Après des heures de tension, Cooper est sur le point d'obtenir exactement ce qu'il a demandé. Mais le plus surprenant reste à venir. Car une fois l'argent livré, une question va se poser. Une question qui semble encore aujourd'hui totalement absurde. Les autorités vont-elles réellement le laisser repartir avec l'avion? À 17h39, le vol 305 atterrit finalement à Seattle. Près de 3 heures se sont écoulées depuis le début du détournement. À bord, la situation est toujours sous contrôle. Aucun coup de feu, aucune violence, aucune panique. Dan Cooper est resté fidèle à lui-même. Calme, méthodique, patient. Mais maintenant, il attend une chose, que les autorités tiennent leur parole. Au sol, une véritable course contre la montre s'est engagée. Les 200 000 $ demandés par Cooper ont été rassemblés, principalement en billets de 20 $. Chaque billet a été photographié, chaque numéro de série a été enregistré. Les enquêteurs espèrent qu'un jour cet argent permettra peut-être de retrouver le pirate de l'air. Mais pour l'instant, l'objectif reste le même, sauver les passagers. Les parachutes arrivent, eux aussi. 4 au total. Exactement comme Cooper l'a demandé.
Les autorités n'ont pas le luxe de négocier. Chaque minute qui passe augmente le risque. À l'intérieur de l'appareil, Cooper surveille attentivement les opérations. Il ne semble rien laisser au hasard. Et surtout, il paraît toujours parfaitement maître de la situation. Puis vient un moment décisif. Une fois la rançon livrée, Cooper libère les passagers. Un à un, ils quittent l'appareil. Certains ignorent encore l'ampleur de ce qu'ils viennent de vivre. D'autres réalisent, seulement maintenant, qu'ils ont été retenus en otage pendant plusieurs heures. Mais tous ont une chose en commun. Ils sont vivants. Pour les autorités, c'est une victoire. Pour Cooper, ce n'est que la première étape. Lorsque les portes se referment à nouveau, l'atmosphère change complètement. Les passagers sont partis. Il ne reste plus que Cooper, le pilote, le copilote, l'ingénieur de bord et une hôtesse de l'air. Le détournement entre dans une nouvelle phase, une phase beaucoup plus dangereuse. Car désormais, Cooper n'a plus besoin d'otages pour obtenir ce qu'il veut. Et pourtant, il ne semble toujours pas vouloir quitter l'avion. Cooper donne alors ses nouvelles instructions. L'avion doit redécoller, direction le Mexique, avec plusieurs contraintes très précises. Une altitude relativement basse, une vitesse réduite, le train d'atterrissage partiellement déployé et les volets réglés selon ses indications. Des demandes inhabituelles, assez inhabituelles pour attirer l'attention des enquêteurs, car elles suggèrent une chose. Dan Cooper semble connaître les avions, peut-être mieux qu'un simple passager. Les pilotes expliquent rapidement qu'un vol direct jusqu'au Mexique est impossible. L'appareil devra effectuer une escale carburant. Après quelques échanges, Cooper accepte. L'avion fera route vers Reno, dans le Nevada, mais avant cela, il devra décoller une nouvelle fois. Avec lui, à bord. Et avec les 200 000 $. À cet instant, les autorités pensent encore pouvoir l'arrêter plus tard. Après tout, un homme ne peut pas disparaître d'un avion en vol. Du moins, c'est ce qu'elle croit. À 19h40 environ, le Boeing 727 redécolle de Seattle. La nuit est tombée, la pluie est de retour. Et quelque part dans l'obscurité, des avions militaires commencent discrètement à suivre l'appareil. Personne ne le sait encore. Mais le moment le plus célèbre de toute l'affaire approche. Dans quelques heures, Dan Cooper va tenter quelque chose qu'aucun enquêteur n'a véritablement anticipé. Quelque chose qui transformera une affaire criminelle en légende. Alors que le Boeing 727 s'enfonce dans la nuit, Cooper se retrouve enfin seul avec son plan. Un plan préparé depuis des semaines, peut-être depuis des mois. Et bientôt, il va passer à l'étape la plus risquée, la plus folle et la plus mystérieuse de toute cette histoire. Après avoir quitté Seattle, le vol 305 met le cap vers le sud, direction Reno. À bord, la situation est étrange. Presque irréel. L'avion transporte désormais très peu de personnes, quelques membres d'équipage, un pirate de l'air et 200 000 $ en billets de 20 $. Dehors, les conditions sont loin d'être idéales. La nuit est tombée, la pluie s'intensifie, le vent souffle avec force. Mais rien de tout cela ne semble inquiéter Dan Cooper. Peu après le décollage, Cooper commence à préparer la suite. Il récupère les parachutes, examine son équipement, puis demande à l'équipage de rejoindre le cockpit. L'ordre est clair, il veut être seul. L'hôtesse encore présente à l'arrière de l'appareil reçoit l'instruction de partir à son tour. Avant de quitter la cabine, elle jette un dernier regard vers l'homme. Un regard qui restera gravé dans sa mémoire, car elle ne le reverra jamais. Vers l'arrière de l'appareil, Cooper se retrouve désormais seul, complètement seul.
pour la première fois depuis le début du détournement. Derrière la porte du cockpit, les pilotes poursuivent leur vol. Ils ignorent ce qui se passe exactement dans la cabine. Ils entendent parfois des bruits, des déplacements, des sons métalliques, mais rien de suffisamment précis pour comprendre ce que Cooper prépare. Puis vient le détail qui va entrer dans l'histoire, l'escalier arrière du Boeing 727, une caractéristique rare, presque unique. Contrairement à la plupart des avions commerciaux, le 727 possède une porte située à l'arrière du fuselage, un escalier intégré pouvant être abaissé. Et c'est précisément cet escalier qui intéresse Cooper depuis le début. À 20 milles passés, les pilotes remarquent quelque chose d'inhabituel. Un voyant s'allume dans le cockpit. L'indication suggère que l'escalier arrière a été activé. Quelques minutes plus tard, ils ressentent un changement dans le comportement de l'appareil, comme si un poids important s'était déplacé vers l'arrière. Personne ne peut encore le confirmer. Mais tous commencent à comprendre ce qui est probablement en train de se produire, quelque part au-dessus du nord-ouest américain. Dan Cooper ouvre l'escalier arrière. Face à lui, il n'y a rien. Rien d'autre que le vent, la pluie et l'obscurité. Sous ses pieds s'étendent des forêts immenses, des montagnes, des rivières, des kilomètres de nature sauvage. Aucune lumière, aucun repère, aucune seconde chance. Les enquêteurs tenteront plus tard de reconstituer la scène. Ils pensent que Cooper attache l'argent à son corps, enfile un parachute, puis se prépare à sauter. Mais une question demeure. Pourquoi choisir un moment pareil? Pourquoi sauter de nuit? Sous la pluie? Dans une région aussi hostile? Pour certains spécialistes, cela suggère une expérience importante. Pour d'autres, cela ressemble à une décision presque suicidaire. Puis, à 20h13, les pilotes ressentent soudain une secousse, brève, mais suffisamment nette pour être remarquée. Comme si quelque chose venait de quitter l'appareil, comme si un poids venait brutalement de disparaître. Cette secousse deviendra l'un des moments les plus célèbres de toute l'affaire. Car beaucoup pensent qu'elle marque l'instant exact où Dan Cooper a sauté. Pourtant, personne ne le voit. Personne n'assiste au saut. Personne ne peut décrire ce qui s'est réellement passé. Il n'existe aucune photographie, aucune vidéo, aucun témoin direct, seulement des indices, des hypothèses et cette étrange secousse enregistrée par l'équipage. Peu après 22 heures, l'avion atterrit finalement à Reno. Les autorités encerclent immédiatement l'appareil. Des agents montent à bord, fouillant chaque recoin, inspectent la cabine, inspectent l'escalier, inspectent les sièges. Mais Dan Cooper a disparu. Il ne reste plus ni pirate de l'air, ni argent, ni parachute, seulement un avion vide. Et un mystère qui vient de naître. Quelque part dans l'immensité du nord-ouest américain, un homme vient peut-être d'atterrir, ou peut-être de mourir. Les enquêteurs l'ignorent encore. Mais dès le lendemain matin, une gigantesque chasse à l'homme va commencer. Une chasse qui durera des décennies et qui ne livrera presque aucune réponse. Le matin du 25 novembre 1971, les autorités américaines font face à une situation sans précédent. Quelques heures plus tôt, un homme a sauté d'un Boeing 727 avec $200 000, quelque part entre Seattle et Reno. Mais personne ne sait exactement où. Les enquêteurs disposent bien d'une trajectoire de vol, d'une heure approximative et d'une secousse ressentie par l'équipage. Mais cela ne suffit pas, car la zone potentielle de saut couvre des centaines de kilomètres carrés, des forêts, des montagnes, des rivières. Un territoire immense dans lequel un homme pourrait disparaître pour toujours. Pendant des jours, les recherches se multiplient.
Des hélicoptères survolent les forêts. Des équipes parcourent les sentiers. Des agents examinent chaque indice potentiel, mais rien. Aucun parachute, aucun vêtement, aucun corps, aucune trace de l'argent. Comme si Dan Cooper s'était évaporé au moment même où il avait quitté l'avion. Et plus le temps passe, plus une question commence à émerger. Et s'il avait survécu? L'enquête prend alors une dimension nationale. Le FBI ouvre ce qui deviendra l'un des dossiers les plus célèbres de son histoire. Des centaines de suspects sont examinés. Des milliers de témoignages sont recueillis. Chaque nouvel indice semble prometteur, puis finit par s'effondrer. Très vite, les enquêteurs comprennent qu'ils ne recherchent pas seulement un fugitif. Ils recherchent un homme dont ils ignorent presque tout. Son vrai nom, son passé, son métier et même son apparence exacte. Pour de nombreux spécialistes, la réponse paraît évidente. Personne ne peut survivre à un saut pareil. Pas dans ces conditions, pas de nuit, pas sous la pluie, pas au-dessus d'un terrain aussi hostile. Selon cette théorie, Cooper serait mort quelques minutes après avoir quitté l'avion. Mais alors une autre question apparaît immédiatement. Si Cooper est mort, où est son corps? Les mois passent, puis les années. Et malgré les moyens considérables déployés par le FBI, l'affaire n'avance presque pas. Au contraire, chaque nouvelle piste semble créer davantage de questions. Et bientôt, un événement inattendu va bouleverser l'enquête. Un événement qui va relancer l'espoir, près de 10 ans après le détournement. Lorsqu'un jeune garçon découvrira quelque chose que personne n'aurait dû retrouver. Une partie de l'argent de Dan Cooper. Au fil des années, l'enquête prend une ampleur considérable. Le FBI analyse des milliers de témoignages, étudie des centaines de suspects, anciens militaires, parachutistes, aventuriers, criminels. Chaque piste semble prometteuse, puis finit par s'effondrer. À mesure que le temps passe, l'affaire devient un véritable cauchemar pour les enquêteurs, car ils recherchent un homme dont ils ignorent pratiquement tout. Son identité, son passé, son expérience et même son véritable nom. Pour certains enquêteurs, Cooper était clairement expérimenté. Il semblait connaître certaines caractéristiques du Boeing 727. Il savait exactement quel parachute demander et il a choisi un moment précis pour sauter. Mais d'autres spécialistes arrivent à une conclusion totalement différente. Selon eux, plusieurs de ces choix paraissent étonnamment maladroits. Le parachute sélectionné, les conditions météorologiques, l'absence d'équipement adapté. Autrement dit, plus l'enquête avance, moins les experts semblent d'accord. Puis, en février 1980, près de 9 ans après le détournement, l'affaire connaît un rebondissement spectaculaire. Un jeune garçon nommé Brian Ingram joue sur les berges du fleuve Columbia. Alors qu'il creuse dans le sable, il remarque quelque chose d'inhabituel. Des billets. De vieux billets, partiellement décomposés. Lorsqu'ils sont analysés, le résultat provoque un choc. Les numéros de série correspondent à ceux de la rançon remise à Dan Cooper. Pour la première fois depuis des années, une preuve tangible refait surface. Mais au lieu d'apporter des réponses, elle crée un nouveau mystère. Comment cet argent est-il arrivé là? A-t-il été transporté par le courant? A-t-il été enterré volontairement? Provient-il de Cooper lui-même ou de quelqu'un d'autre? Personne ne le sait. Et le plus troublant est ailleurs. Seule une petite partie de la rançon est retrouvée. Le reste demeure introuvable. Comme Cooper lui-même, encore aujourd'hui.
Les décennies passent, les technologies évoluent, de nouvelles analyses sont réalisées, de nouveaux suspects apparaissent, puis disparaissent, mais aucune preuve décisive n'émerge. Finalement, après plus de 40 ans d'investigation, le FBI prend une décision historique. L'agence met officiellement fin à son enquête active. L'un des plus grands dossiers criminels américains reste non résolu. Et l'homme connu sous le nom de Dan Cooper continue de défier les autorités, même après sa disparition. Plus de 50 ans après le détournement du vol 305, une question continue de dominer toutes les autres. Dan Cooper a-t-il survécu? Pour certains experts, la réponse est non. Les conditions étaient trop extrêmes. La nuit, la pluie, le froid, le relief accidenté, et un saut effectué avec un équipement loin d'être idéal. Selon cette théorie, Cooper serait mort quelques instants après avoir quitté l'avion. Quelque part dans l'immensité du nord-ouest américain, son corps n'aurait simplement jamais été retrouvé. Mais pour d'autres, cette explication ne résout pas tout. Car malgré des décennies de recherche, aucune trace humaine n'a jamais été découverte. Ni corps, ni squelette, ni parachute, ni équipement identifiable. Rien. Une autre hypothèse continue donc de séduire les enquêteurs amateurs comme les spécialistes. Et si Cooper avait réussi? Et s'il avait survécu à son saut? Et s'il était simplement rentré chez lui? Cette théorie paraît presque incroyable. Pourtant, elle possède ses propres arguments. Après tout, Cooper a obtenu ce qu'il voulait: l'argent, les parachutes, et une avance considérable sur les autorités. S'il avait soigneusement préparé son plan, il est possible qu'il ait anticipé bien davantage que les enquêteurs de l'époque ne l'ont imaginé. Mais là encore, un problème demeure. Si Cooper a survécu, pourquoi n'a-t-il jamais utilisé l'argent? Pourquoi aucune preuve irréfutable n'a-t-elle jamais émergé? Pourquoi personne n'a-t-il réussi à l'identifier avec certitude? Au fil des décennies, des dizaines de noms ont été proposés, des centaines même. Chaque nouveau suspect semblait apporter une réponse. Puis, une contradiction apparaissait et la théorie s'effondrait. Peu à peu, Dan Cooper est devenu quelque chose de rare dans l'histoire criminelle. Un homme dont la légende est devenue plus solide que l'identité réelle. Un fantôme. Un visage dessiné de mémoire, un nom probablement inventé, un individu qui semble exister partout dans l'enquête et nulle part à la fois. La plupart des affaires criminelles finissent par trouver une conclusion, parfois des années plus tard, parfois des décennies plus tard. Mais elles finissent généralement par livrer leurs secrets. L'affaire Dan Cooper a suivi un autre chemin. Chaque réponse a produit de nouvelles questions. Chaque indice a créé un nouveau mystère. Et chaque théorie a laissé une partie de l'histoire inexpliquée. C'est peut-être pour cette raison que cette affaire fascine encore aujourd'hui. Parce qu'elle reste inachevée. Parce qu'elle résiste aux certitudes. Parce qu'elle nous rappelle que certains mystères survivent à ceux qui les ont créés. Le 24 novembre 1971, un homme est monté à bord d'un avion sous le nom de Dan Cooper. Quelques heures plus tard, il a disparu dans la nuit avec $200 000. Depuis ce jour, des générations d'enquêteurs ont tenté de comprendre ce qui lui est arrivé, sans jamais parvenir à une réponse définitive. Peut-être est-il mort dans les forêts du nord-ouest américain. Peut-être a-t-il survécu. Peut-être a-t-il vécu le reste de sa vie dans l'anonymat le plus complet. La vérité est que nous n'en savons rien. Et c'est précisément ce qui fait de Dan Cooper l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire américaine. Un homme apparaît, détourne un avion,
saute dans la nuit, puis disparaît. Et plus d'un demi-siècle plus tard, le monde continue encore de se demander où il est tombé et s'il a jamais cessé de courir. Si comme moi tu apprécies les faits divers, alors abonne-toi pour du contenu similaire prochainement.